Le principe fondamental des forts en étoile, donc du tracé à l'italienne, c'est des forts qui ne sont pas en hauteur, mais qui sont arasés au niveau du sol et entourés par un immense glacis protecteur qui cache le fort à la vue de l'ennemi. À 1 kilomètre, on ne voit pas le fort. Dans un site de plaine, un site bastionné, est invisible. Le fort est protégé par un large fossé et une pente douce nommée glacis, afin que les remparts ne puissent être touchés directement par les tirs ennemis. Cela permet aussi de pouvoir effectuer des tirs rasants pour repousser les assaillants plus loin. Les formes anguleuses des bastions offrent deux positions de tir, une pour les tirs lointains et une qui permet de protéger le bastion voisin si l'ennemi parvenait à s'en approcher. C'est ce que l'on appelle le flanquement réciproque, cette capacité des bastions à pouvoir se protéger entre eux. Un fort en étoile n'a aucun angle mort. Quel que soit l'endroit où vous attaquez sur un fort bastionné, il y aura toujours deux canons qui vous tireront dessus. Vous êtes toujours sous le feu croisé de plusieurs défenseurs. Avec le système bastionné, c'est une défense solidaire où les bastions s'épaulent les uns les autres. Et ce qui explique que les ingénieurs de la Renaissance aient tellement plaidé sur le fait que la forteresse, c'est le corps de l'homme. Et c'est pour ça qu'on fait un pentagone avec une tête et 4 membres pour dire qu'il y a une solidarité de tous ces membres dans la défense collective. Digne représentant de cette école italienne à l'origine des formes bastionnées, l'ingénieur Ercole Negro réalise à Barrault un tracé presque idéal, à peine contraint par la forme un peu allongée du site. À Sisteron, la tâche semble bien plus complexe pour l'ingénieur français Jehan Sarrazin, très probablement élève d'Ercole Negro. Là où son maître avait une colline qu'il pouvait façonner à sa guise, il se retrouve face à une véritable montagne qu'il va devoir dompter. On ne peut pas avoir la même forme en étoile à Sisteron, car le site de Sisteron est sur un éperon rocheux, qui contraint évidemment à construire sur la forme même de l'éperon rocheux. On doit pouvoir implanter des bastions, ce qui est très difficile à implanter sur un site contraignant comme celui de la citadelle, surtout avec cette arête rocheuse qu'on a choisi d'envelopper par l'enceinte de la citadelle. Le tracé extérieur de la citadelle englobe une superficie de plus de 3 hectares, soit l'équivalent de 5 terrains de football. Dans la partie sud du tracé, du côté de la ville, Sarrazin parvient à composer avec le terrain pour implanter 2 bastions qui peuvent se protéger entre eux. La partie nord, située de l'autre côté de l'arête rocheuse, comporte aussi 2 bastions qui se font face. Ce qui est tout à fait magnifique comme intelligence des tracés, comme architecture savante, c'est d'avoir réussi à tracer des bastions parfaitement flanquants sur un terrain aussi contraint. Sarrazin prévoit en effet son tracé de telle sorte que chaque zone qui entoure la citadelle soit protégée. Si l'ennemi parvenait à s'approcher au pied des remparts, il n'aurait aucun angle mort pour pouvoir se cacher. Mais la tâche n'est pas terminée, car à Sisteron, contrairement à Barrault et aux forteresses de plaine, on ne peut pas cacher la citadelle à la vue de l'ennemi derrière un fossé. Il faut alors utiliser la montagne à son avantage. Si l'on ne peut se cacher, alors il faut dominer. Sarrazin prévoit donc de construire dans l'abrupte pente côté ville des plateformes empilées les unes sur les autres, menant jusqu'au sommet de la citadelle. Donc en fait, on avait potentiellement à la citadelle de Sisteron 3 niveaux sur lesquels on pouvait établir des batteries d'artillerie superposées les unes aux autres. Grâce à ces positions de tir de plus en plus hautes, on peut tirer plus loin et ainsi repousser l'ennemi à des distances où ses canons ne seront plus efficaces. La défense prend l'avantage. Mais comment construire de telles terrasses dans une pente si abrupte qu'elle gravit en à peine 100 mètres l'équivalent d'un immeuble de 15 étages? Il faut d'abord creuser le rocher afin de créer une base plane pour monter les murs. Ils sont composés de 2 couches de pierre séparées par une couche plus meuble, permettant d'absorber encore mieux l'impact du boulet. Les murs sont impressionnants. Ils font 2,50 m de large et sont inclinés pour éviter que la poussée de la terre qu'ils retiennent ne les effondre. Tous les 5 mètres, ils sont consolidés du côté intérieur par de puissants contreforts. Tous les 5 contreforts, une brèche est laissée dans le rempart afin de pouvoir acheminer la terre qui formera la plateforme. Le principal problème dans un site comme celui-ci, c'est trouver la terre. Les masses de terre apportées sont absolument monstrueuses, puisqu'on a créé cette grande terrasse. C'est donc des milliers de mètres cubes de terre qui vont devoir être transportés. Et on ne peut pas prendre du sable de la Durance, puisqu'il est trop volatile. Il faut de la terre meuble, de la terre de culture. Donc c'est la terre qui est montée de la plaine agricole. L'autre enjeu de la construction, c'est le drainage.
En montagne, l'eau qui s'infiltre peut geler, créant des dégâts fatals à la construction. La base des murs est donc percée d'ouvertures appelées champs de pleurs, afin d'évacuer l'eau le plus possible. La nature géologique du rocher s'avère être aussi un précieux allié. Dans le cas de la citadelle de Sisteron, on est aidé par le fait que les couches sont verticales et que ce calcaire, il est quand même un petit peu fracturé et que les interlits entre les couches et les fractures des couches elles-mêmes sont autant de drains naturels qui vont conduire l'eau vers la profondeur. C'est l'utilisation pertinente d'un phénomène géologique. Le chantier, commencé en 1589, va durer plus de 20 ans. Les ingénieurs Raymond et Jean de Bonnefond vont conduire la majorité des travaux et réaliser une citadelle fidèle au tracé de Sarrazin. Une citadelle aux proportions impressionnantes et aux formes complexes. Et pourtant, le résultat sans doute le plus remarquable de cette construction pourrait de façon surprenante être livré par un simple niveau à bulles. Une des réussites des ingénieurs militaires du XVIe et début XVIIe à Sisteron, c'est d'avoir réussi sur un site extrêmement chaotique, donc, à niveler à l'horizontale les fronts bastionnés principaux. Donc il n'y a pas un bastion qui est 4 mètres plus bas que l'autre. Pour que les deux bastions d'une même plateforme puissent se protéger efficacement l'un l'autre, ils doivent être construits à la même hauteur. Si un bastion est plus haut que l'autre, alors en cas d'attaque ennemie, les assaillants seraient à l'abri des tirs de canon qui leur passeraient au-dessus de la tête. L'horizontalité parfaite de chaque plateforme est donc primordiale pour une défense efficace. C'est assez génial de penser que l'ingénieur a conçu des plateformes en horizontalité successive, dans une époque où on conçoit des citadelles sans encore faire des plans reliefs, c'est-à-dire avoir des visions en 3 dimensions de l'objet qu'on va concevoir. C'est un exemple majeur d'adaptation au terrain avec une très grande économie de moyens. Les plateformes empilées les unes sur les autres, si distinctives de la silhouette de la citadelle, ont aussi un autre intérêt. Telles des poupées russes, elles forment plusieurs enceintes emboîtées les unes dans les autres. À Sisteron, on a un étagement des enceintes qui constitue aussi un retranchement des enceintes les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que si l'ennemi prend pied dans la première enceinte, la deuxième enceinte se défend toujours et ensuite l'arête rocheuse elle-même domine et tire. Dans une citadelle classique, une citadelle normale, on n'a pas d'emboîtement en principe. On n'a pas d'emboîtement d'enceintes successives. On a une seule enceinte avec des fronts bastionnés qui est le plus régulière possible. Donc à Sisteron, c'est original d'avoir ça. C'est donc une rareté pour une citadelle bastionnée, qui apparaît de prime abord comme un atout supplémentaire, car même si l'ennemi parvient à entrer, la place n'est pas totalement perdue. Ça peut avoir un intérêt défensif, mais c'est un morcellement outrancier des circulations qui complexifie la défense, parce qu'à chaque fois, on a tous ces ponts à ouvrir, ce qui peut être très handicapant effectivement pour l'ennemi, mais qui est aussi très handicapant pour la circulation intérieure de la défense.